Moi, mon conseil de publicité préféré, c'est montre ce squelette dans le placard, dis ce que tous les autres essayent de taire. Il y a des gens qui en test de QI sont très forts et en fait c'est des chèvres, et il y a des gens qui en test de QI sont très faibles et en fait sont trop forts. Donc vraiment, les mesures de l'intelligence c'est stupide, on sait qu'il y a tellement de façons d'être intelligent que ça veut rien dire. Si c'est 70% bien fait par l'autre, c'est quand même 100% de travail en moins pour moi. J'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram quelles questions elles voudraient me poser et on va répondre à certaines d'entre elles là maintenant ensemble aujourd'hui. La première que j'ai reçue, c'est quoi mettre dans une offre à étiquette. Alors bon, bien entendu, ça dépend du sujet, ça dépend de ce que tu veux apporter, ça dépend de ta zone de compétence, etc. Foncièrement, une offre à étiquette, donc une offre chère, entre guillemets, chère en valeur numéraire, qui s'oppose au mid ticket qui est autour de 500 € et au low ticket qui est à moins de 100 €. Une offre high ticket, ça commence à partir de 1000 € aller dans le B2C et ça commence à 2000-2500 € dans le B2B si on s'adresse à des entreprises. Une offre high ticket à l'intérieur, c'est surtout que on va mettre un socle de formation avec de la théorie et des vidéos, des PDF, des exercices par exemple. On va mettre parfois une communauté si c'est délivré en groupe, un school, ce que vous voulez. Et on va mettre des coachings de groupe et individuels selon le prix de l'offre et selon la nécessité de tout ça pour atteindre l'objectif. Mais globalement, en fait, la question d'une offre à étiquette, c'est pas ce qu'on met dedans, c'est à quel point ça répond à un besoin, à quel point ça répond à une douleur, à quel point ça répond à un désir et à quel point ça va aider la personne qui l'achète à atteindre quelque chose qu'elle voulait. Plus le désir est profond, plus c'est cher. Plus c'est facile de l'atteindre, plus c'est cher. Moins il y a d'efforts et de sacrifices, plus c'est cher, etc. Si vous voulez aller plus loin sur comment est-ce qu'on construit une offre, j'ai fait bien assez de vidéos là-dessus. Et tout le marché du coaching, de l'accompagnement et du business en ligne a fait tout un tas de vidéos là-dessus. Vous pouvez même lire le livre de Alex Hormozy qui s'appelle 100 Million Offers. Je sais pas quel titre en français, bon vous le trouverez facilement. C'est son premier livre sur la création d'offres. Et je pense qu'il a fait mieux que ce qu'on fait tous en termes de théorie. Et derrière, si vous voulez vous faire accompagner sur comment est-ce qu'on l'a bâti, nous on le fait, nos concurrents le font, etc. Deuxième question, du conformisme, tu as déjà fait un truc sur les ismes, mais j'aime quand tu traites ces sujets. Le sujet du conformisme, c'est un sujet compliqué, déjà parce que il faut y ajouter un prisme culturel. En France, on aime bien faire comme tout le monde, en France, on aime bien ressembler aux autres, on aime bien ne pas sortir du lot pour vivre heureux, vivons cachés, etc. Donc c'est un sujet qui, au niveau français, est très important. Il l'est peut-être dans les autres pays aussi, parce que juste que j'en sais rien. Je n'ai pas assez de compréhension de leur culture sur ces sujets-là. Globalement, moi, ce que j'entends derrière cette question, c'est à quel point je peux ou je ne peux pas être comme tout le monde pour être pleinement moi. Je pense que ce qu'il faut différencier, et c'est notre culture là qui se veut très éveillée, pour lancer un petit pic, qui pose problème avec ça, à savoir, en tant qu'humain et en tant qu'individu, je suis effectivement un petit flocon de neige unique et un miracle de la nature. Par contre, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde, je les résous de la même façon que tout le monde, je mange X fois par jour comme tout le monde, je respire comme tout le monde, je bois de l'eau comme tout le monde, sinon je meurs. Donc en fait, ce qui se passe en moi, inconscient, âme, appelle ça comme tu veux, je m'en fous. Ça c'est unique et tout le reste est exactement comme tout le monde. Alors peut-être pas tout le monde, mais il y a quelques tout le monde qui traînent un peu partout qui sont exactement comme toi. Donc à partir de là, ça sert à rien d'essayer de se battre pour être différent sur des choses où on s'en fout, et ça sert à rien d'essayer de se conformer sur des choses où de toute façon tu ne pourras pas être comme l'autre. Pour moi c'est ça le sujet du conformisme fondamentalement, c'est que par exemple, ouais je peux pas aider les gens à perdre du poids, c'est un exemple facile, parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font, on s'en fout, il y a plein de gens qui ont le problème. De toute façon, en fait, une personne qui aide peut pas prendre toutes les personnes qui ont besoin, fais comme tout le monde, rien à secouer. Par contre à côté de ça, t'es pas obligé de parler comme les autres, t'es pas obligé d'être comme les autres, t'es pas obligé de ressembler aux autres, tu peux être toi avec tes expressions, avec tout ce que tu veux. Question suivante, comment faire les bons choix de recrutement, comment accepter de déléguer? Recruter correctement, ça s'apprend, c'est pas inné, pas du tout, pour personne, pour moi non plus, j'ai fait tout un tas d'erreurs. Et alors les erreurs de recrutement c'est chiant, les erreurs de management et de renvoi, tu renvoies d'une mauvaise façon une personne, c'est encore pire, je suis pas du tout blanc là-dessus, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Ce qu'il faut comprendre c'est que on recrute pas au feeling, on recrute avec une scorecard et avec un nombre de candidats important. De la même façon que si on cherche le meilleur client par exemple pour notre offre, on prend pas le premier qui veut bien, on dit c'est lui le meilleur. Non, on va parler à 500 personnes et on va déterminer quel est le meilleur. Et c'est comme ça qu'on a le meilleur client. Derrière, il y a des façons d'analyser des profils, il y a des tests de terrain, il y a des tests psycho pour comprendre comment une personne va s'imbriquer dans un groupe. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Les tests de QI, je crois que c'est illégal, mais de toute façon ça sert à rien. Donc faites pas des trucs qui ressemblent parce que ça sert à rien du tout, ça veut rien dire. En fait, parce qu'il y a des gens qui en test de QI sont très forts et en fait c'est des chèvres, et il y a des gens qui en test de QI sont très faibles et en fait sont trop forts. Donc vraiment les mesures de l'intelligence c'est stupide, on sait qu'il y a tellement de façons d'être intelligent
que ça veut rien dire. Par contre, MBTI, Enneagramme, DISC, ProcessCom, etc. permettent d'analyser les comportements types d'une personne et comment elle va s'imbriquer dans un groupe ou sur un poste. Ça, c'est intéressant quand même. Ça veut pas dire que... J'aime bien cette phrase de la PNL qui dit la carte n'est pas le territoire, donc un test n'est pas un humain, mais ça donne un filtre d'analyse. Ensuite, comment accepter de déléguer? Moi j'aime bien cette phrase de Dan Martel qui dit si c'est 70% bien fait par l'autre, c'est quand même 100% de travail en moins pour moi, et je suis ok de payer un peu les pots cassés de son apprentissage et le fait qu'elle fera pas comme moi. Globalement, à partir du moment où vous recrutez, le plus dur et le plus important, c'est de lâcher prise sur le fait que ce sera pas fait comme vous l'auriez fait, et ce sera peut-être même pas fait aussi bien que vous l'auriez fait. C'est pas grave, de toute façon, vous pouvez pas tout faire. Quatrième question, les haters de ta formation. Alors, on vend de l'accompagnement. C'est la même chose que si on était des câbleaux opérateurs, des télécoms, etc. De toute façon, quoi qu'on fasse, aussi parfait qu'on soit, il y aura 1, 2, 5 personnes chaque année, alors nous sur 300 à 500 clients, hein, c'est pas énorme, qui pensent que nous sommes le démon incarné sur Terre. Ils ont tort. Il y aura aussi 3, 5, 7 personnes chaque année qui pensent qu'on est une divinité incarnée sur Terre et qu'on a changé leur vie à tout jamais. C'est pas vrai non plus, c'est eux qui l'ont fait tout seuls. Et il y a la myriade d'entre les deux qui probablement se rapprochent un peu plus de la vérité. Quand on fait le métier qu'on fait, de toute façon, il y a des gens qui vont nous détester, ils ont tort. Il y a des gens qui vont trop nous aimer, ils ont tort aussi. Et il y a des gens qui prennent juste ce qu'on a apporté et qui trouvent ça utile parce que c'est ça qu'ils voulaient à cet instant-là et qu'ils l'ont appliqué, donc ils ont eu des résultats, donc ils sont contents. Et ça, c'est probablement les plus proches de la vérité. Facebook Ads pour le B2C. Je peux pas résumer ça en quelques minutes. La première chose, surtout si tu es sur du Meta Ads, c'est d'être clair en termes de compliance de ce que tu as le droit de dire ou pas dire. Une perte de points, on n'a pas le droit de faire des avant-après, on n'a pas le droit de nommer une personne, on n'a pas le droit de dire sur Facebook que dans une pub tu es triste et malheureux. On peut dire par exemple 97% des gens sont tristes et malheureux. En gros, on n'a pas le droit de labelliser une personne directement en disant tu es comme ça, tu es triste, tu es pas bien, tu es gros, tu es musclé, tu es interdit. Mais globalement, en B2C, la pub, c'est comme dans le B2B en fait. Hein, c'est la plupart des gens qui sont dans telle situation ont essayé telle fausse solution, ça ne marche pas parce que voici telle vraie solution, voici comment je le sais, clique ici pour en savoir plus. Ça fait une bonne pub. Moi, mon conseil de publicité préféré, B2B, B2C, c'est pareil, c'est montre ce squelette dans le placard, dis ce que tous les autres essayent de taire. Ça fait en général de meilleure publicité. Dernière question pour cette vidéo, la prochaine fois il faudrait être sur Instagram, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la description, quand je pose ce genre de questions, comme ça vous pourrez vous répondre aussi. Des fausses croyances que tu as balayées dans ta vie, tellement de choses que je pourrais détailler ici aujourd'hui, syndrome de l'imposteur, syndrome du sauveur, sentiment de ne pas être légitime, se croire un peu trop fort aussi parfois, se croire pas assez fort parfois. C'est bien foutu la vie, ça vient toujours tout équilibrer je trouve. Quand tu te sens nul, ça te donne du positif. Quand tu te sens trop fort, ça te ramène un peu au sol. Globalement, et je mettais ça dans un reel il y a pas longtemps sur Instagram, tous les matins je me lève avec frustration de ne pas avoir atteint mes objectifs et je fais mon mieux tout au long de la journée. Des fois mon mieux sera beaucoup, des fois ce sera pas beaucoup. Des fois ça créera des choses extraordinaires, des fois j'aurais fait de la merde. De toute façon, à la fin de la journée, je peux plus rien y changer. Je me couche autant que possible. Je dis pas que j'y arrive à chaque fois. Avec gratitude, j'ai fait de mon mieux. Le reste ne m'appartient plus. Je suis juste un humain qui joue au jeu du business sur Internet, qui essaye de faire les choses bien avec une passion initiale pour le marketing et transmettre des choses aux autres. Rien de plus que ça. Je suis pas chirurgien thoracique, je suis pas infirmière, je suis pas éboueur, je suis pas toutes ces, je suis pas pompier, je suis pas policier, je suis pas toutes ces professions essentielles. Je fais que du marketing sur Internet, je transmets des choses, je forme des gens et tout. Et c'est bien ce que je fais, je suis fier de mon métier, moi je l'aime bien, hein, mais je le prends pas pour plus que ce qu'il est et c'est ok comme ça et je me sens pas mal de ça. En fait, je suis ni fier ni le contraire, je suis ni fier ni honteux de ce que je fais. Et j'essaye d'être aussi heureux et contenté que possible vis-à-vis de tout ça. Je pense que c'est la plus grosse croyance que j'ai balayée, c'est globalement le fond de ça, c'est des fois on voudrait lutter contre des émotions, ou des fois on voudrait que les choses soient différentes que ce qu'elles sont. Et en fait, c'est normal que je me sente ni particulièrement honteux, ni particulièrement fier, ça va pas être autrement. C'est normal que parfois je sois content, parfois je sois pas content, parfois je sois triste, parfois je suis en colère, parfois je sois heureux, je suis n'importe lequel des 7 nains selon les moments de la journée, et probablement que je change des 7 nains 7 fois par heure. Normal, c'est pas censé être autrement. J'ai mon pote Anto qui disait toujours, dans le monde tout est déjà parfait, y compris ta volonté de le changer. Je pense que la plus grosse croyance que j'ai balayée ces dernières années, c'est que les choses devaient être autrement parce que je l'avais décidé. Cette espèce de déni de réalité qui fait souvent de grands entrepreneurs mais de très mauvais humains. Voilà. Je pense qu'avec ça, vous en savez un peu plus sur moi aujourd'hui. J'essaie de répondre à vos questions. Je sais pas ce que vaudra cette vidéo, je sais pas si elle sera bien, pas bien, si elle vous plaît, si elle vous plaît pas. Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez toutes les infos dans la description. À très vite.